messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La violence des gangs en Haïti a atteint, je cite, des niveaux jamais vus depuis des décennies. C'est alarmé mardi 24 janvier, l'émissaire de l'ONU dans le pays, réitérant devant le Conseil de sécurité l'appel à envoyer une force internationale au plus vite. Lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi 24 janvier, le représentant permanent d'Haïti à l'ONU, Antonio Rodrigue, a sollicité une fois de plus le déploiement immédiat d'une force spéciale dans le pays afin de lutter contre les gangs. L'administratrice adjointe de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, Isobel Coleman, est arrivée ce mardi en Haïti pour une visite de 2 jours. Madame Coleman en a profité pour annoncer que les États-Unis vont octroyer une aide de 56,5 millions de dollars pour les besoins humanitaires en Haïti. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation en Haïti, l'envoyé de l'ONU a décrit mardi un regain de violence inédit depuis des décennies, tout en voyant un espoir dans le régime des sanctions imposées aux gangs haïtiens qui terrorisent le pays, autant que dans le récent accord de consensus national qui motive les acteurs politiques et sociaux à condition qu'une force internationale spécialisée aide à stabiliser ses acquis. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, comme le fait remarquer le secrétaire général dans son rapport, et j'ai fait référence un petit peu plus tôt, le consensus national et les sanctions sont 2 évolutions importantes qui peuvent contribuer de manière significative à surmonter cette crise et qui peuvent permettre d'atténuer une souffrance sans nom. Elles permettent de tracer un sentier clair devant mener Haïti vers le rétablissement de la démocratie et de la légitimité. Le 3e élément qui renforcera la police nationale haïtienne et ses évolutions dont je vous ai parlé est le déploiement d'une force internationale spécialisée qu'a demandé le gouvernement en octobre, ce qui n'est pas encore une réalité. La réalité est que sans ce déploiement international qui se ferait en collaboration avec la police nationale haïtienne, les effets très positifs du processus politique et des sanctions jusqu'à présent demeureront fragiles et vulnérables, risqueront d'être balayés. Les Haïtiens ont désespérément besoin de son assistance de manière à ce qu'ils puissent vivre leur vie dans la paix. La population vit dans la peur et elle est bien consciente des limitations des forces de police. Et à l'occasion de ce mois, le mois du souvenir, le peuple de Haïti, dont la souffrance n'a pas de fin, compte sur vous. Je vous remercie. De son côté, le représentant permanent d'Haïti à l'ONU, Antonio Rodrigue, réitère la demande d'intervention d'une force spéciale dans le pays lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le mardi 24 janvier. Pour le diplomate, la situation sécuritaire qui prévaut actuellement est plus que préoccupante et nécessite des solutions fortes et urgentes. Le rétablissement d'un climat sécuritaire serein est indispensable à la tenue d'élections et au rétablissement de la démocratie dans le pays, a-t-il poursuivi. Il ne faut donc pas se méprendre. Le pays continue à faire face à de nombreux défis, notamment des défis sécuritaires et humanitaires. Les cas de kidnapping dans la capitale continuent ainsi que la violence des gangs armés. Même les policiers ne sont pas exempts. Ainsi, au cours de la semaine écoulée, plusieurs d'entre eux ont été assassinés. Le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays demeure toujours une urgence pour le gouvernement. Il s'avère plus que jamais nécessaire et urgent d'adopter des solutions fortes à court terme pour rétablir un climat sécuritaire sûr et stable comme préalable à la création des conditions devant permettre d'avancer avec le processus en cours. Sans la sécurité, on ne peut prétendre à des élections honnêtes, transparentes et démocratiques, au rétablissement et au fonctionnement normal des institutions dans le pays.
Nous faisons nôtre l'appel lancé par le secrétaire général dans son rapport au paragraphe 75 et nous citons « Malgré la fin du siège du terminal pétrolier de Vareux, je réaffirme qu'il faut de toute urgence déployer une force armée spécialisée, comme je l'ai expliqué dans la lettre que j'ai adressée le 8 octobre au président du Conseil. » Fin de citation. S'agissant des sanctions, le gouvernement salue le travail du comité des sanctions et du groupe d'experts qui d'ailleurs doit se rendre en Haïti très prochainement. Il espère qu'ils effectueront un travail efficient qui permettra de punir les vrais coupables. Monsieur le Président, nous n'avons cessé de le répéter ici que l'heure est grave. Il nous faut beaucoup plus d'action. Il n'y a pas de place pour la lassitude. Nous avons une obligation d'agir vite. Nous nous félicitons des efforts déployés par les membres du Conseil sur la situation en Haïti et nous profitons de cette opportunité pour les encourager à œuvrer davantage en vue d'aboutir à un consensus concernant l'appel du 7 octobre 2022 du gouvernement à la communauté internationale au déploiement immédiat d'une force internationale spécialisée pour renforcer les efforts de la police nationale d'Haïti afin de lutter contre les gangs. C'est un impératif du moment, car il s'agit de maîtriser les gangs armés, rétablir l'ordre et la paix par l'exécution d'un plan national de sécurité. Il n'y a plus de délai et la situation sécuritaire risque de s'aggraver chaque jour au désarroi d'un peuple en détresse qui souffre amèrement. Ne pas agir, c'est ne pas pénétrer la profondeur de la crise. L'objectif final fixé par le Premier ministre Ariel Henry est de remettre le pouvoir à des élus capables d'adresser les grands défis politiques et socio-économiques auxquels le pays est confronté. Le gouvernement d'Haïti renouvelle son appel à la solidarité agissante de la communauté internationale pour l'aider à subjuguer le phénomène des gangs et lui permettre de conduire à terme le processus de retour à l'ordre démocratique dans le pays. Maître Osner-Févry déplore que les résultats du processus de certification des juges aient été annoncés sans un minimum de discrétion. Affirmant qu'il existe des voies de recours pour les magistrats non certifiés, il a déploré que le processus en lui-même ne soit pas encadré par une loi. Je ne saurais cautionner la corruption de nos magistrats, mais aussi la corruption de nos policiers, et aussi la corruption des hommes d'affaires, la corruption des avocats, car la corruption, c'est une infraction plurielle. Le corrompu et le corrupteur se mêlent de la question au point que les victimes aussi peuvent devenir des victimes consentantes dans ce processus. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est un travail bien fait. Pardon, ce n'est pas un travail bien fait, c'est un bon début. Mais on ne devrait pas commencer par là. Ce que je suis en train de défendre, ce n'est pas tant l'intégrité des magistrats qui sont corrompus et que le CSPJ tente de mettre en situation d'ordre d'état de nuire. Non, je suis en train de dire, est-ce que le CSPJ n'aurait pas dû avoir une vision plus large de la situation en publiant cette liste de certification ou de non-certification, d'autant plus que le mot certification ne se trouve que 3 fois dans les 2 textes de loi qui régissent le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la magistrature, et la procédure de certification n'a pas encore été adoptée, votée par une loi. Vous tentez une entreprise louable, Maître Févry, mais malheureusement c'est mal fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il faut une rencontre, parce que, premièrement, il n'y a pas encore une décision arrêtée, contrairement à ce qu'a dit Maître Fils. La décision n'est pas une décision arrêtée. Ce sont des recommandations. Et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, après ces rapports de certification et de non-certification, il doit les envoyer au ministère de la Justice. Et le ministre de la Justice doit transmettre au président de la République
pour qu'en Conseil des ministres, le président décide. D'après la loi de 1995 sur l'organisation judiciaire, ce n'est pas le Premier ministre qui nomme. Oui, il peut nommer sur instruction du président de la République. Les juges sont nommés par le chef de l'État. Personne actuellement dans ce pays, dans ce régime de facto, personne n'a l'autorité de nommer ou de révoquer un magistrat actuellement. Donc le statu quo est maintenu. Jusqu'au moment où nous parlons, les juges sont toujours des juges. Ils ne sont pas certifiés. Il y a un rapport accablant. Il y a un rapport contre eux. Le conseil de direction de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie exprime sa consternation après le kidnapping de son président, le professeur Pierre Buteau. Le conseil exhorte toutes les forces de l'ordre, les autorités compétentes et les citoyens engagés à adopter les mesures appropriées en vue de sa libération immédiate. La Société haïtienne d'histoire, qui se prépare à commémorer le centenaire de sa création, 8 décembre 1923, appelle la population à un réveil, un sursaut patriotique pour endiguer le dépérissement de la situation. L'administratrice adjointe de l'USAID, Isobel Coleman, est arrivée aujourd'hui à Port-au-Prince. Au cours de sa visite de 2 jours, l'administratrice soulignera comment l'USAID travaille pour aider à atténuer les besoins humanitaires, combattre le choléra et faire progresser la démocratie et la stabilité économique en Haïti. Elle rencontrera des officiels du gouvernement haïtien et des Nations Unies, ainsi que le personnel local et des partenaires pour discuter de l'aggravation des crises, notamment la crise politique actuelle, la dégradation des conditions de sécurité, la détérioration des conditions humanitaires et l'épidémie de choléra. Madame Coleman a annoncé que les États-Unis vont octroyer 56,5 millions de dollars pour les besoins humanitaires en Haïti. USAID has provided more than $271 million. Depuis 2001, l'USAID a donné plus de 195 millions de dollars comme aide au développement et 171 millions de dollars comme aide humanitaire et pour le redressement après le tremblement de terre, les réductions de risques, les programmes de résilience. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID, font un don de 56,5 millions de dollars d'aide humanitaire au peuple haïtien. En réponse à cet ensemble complexe de crises humanitaires, qui inclut la dernière épidémie de choléra, qui a considérablement aggravé une situation déjà désastreuse. Comme vous le savez tous, les événements de ces derniers mois ont considérablement entravé un redressement déjà difficile depuis le tremblement de terre de 2021. Lorsque l'insécurité, la violence des gangs et la situation humanitaire ont commencé à s'aggraver en octobre dernier, l'USAID a déployé une équipe d'intervention en cas de catastrophe pour répondre aux besoins croissants du peuple haïtien. Ce nouveau financement de 56,5 millions de dollars qui vient d'être annoncé aujourd'hui aidera les partenaires à répondre aux besoins humanitaires urgents de plus de 868 000 personnes à travers Haïti en distribuant des fournitures médicales et des médicaments. Ceci inclut des équipements de protection individuelle pour les agents de santé et des antibiotiques, des lits, des solutions de réhydratation pour les patients atteints de choléra. Cette aide consiste également à améliorer l'accès à l'eau potable et à renforcer le fonctionnement des établissements de santé, y compris les centres de traitement du choléra, essentiels pour ralentir la propagation de cette maladie dangereuse. Ce nouveau financement fournira également une aide humanitaire, une aide alimentaire urgente en espèces pour acheter des articles essentiels sur les marchés locaux à un moment où 4,7 millions de personnes sont confrontées à une crise alimentaire extrême. Nous restons profondément préoccupés par la violence croissante à Port-au-Prince, alors que les gangs utilisent des tactiques de plus en plus brutales, y compris la violence sexuelle, pour instiller la peur, punir, dominer et infliger des souffrances aux communautés.
L'USAID reconnaît l'impact disproportionné de la crise sur les femmes et les filles qui sont confrontées à un risque accru d'exposition à la violence basée sur le genre, notamment la traite des êtres humains, l'exploitation et les abus sexuels. Ce nouveau financement garantira également un accès immédiat à des soins médicaux et psychosociaux adéquats et à d'autres services pour les survivants de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. De tels soins sont essentiels pour prévenir d'autres dommages physiques et psychologiques. Célébration ce mardi de la Journée internationale de l'éducation. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale a organisé une foire-exposition sur les grands chantiers en éducation. Le ministre Nesmi Maniga en a profité également pour honorer les lauréats nationaux du bac et de la 9e année fondamentale. Lors de son intervention, le ministre a vanté l'importance de l'éducation dans une société comme la nôtre. Bon gens qualité éducation. Tant que gens ni lycée national de Pétionville sont démontrés. Tant que gens ni lycée 150 que en pile moun les lycées de jeunes filles sont démontrés. Bon gens qualité éducation, c'est éducation côté que nous élèves yo, c'est pas Jacques répète qu'après des belles phrases tout faites. Élèves yo comprennent l'environnement yo analysent l'environnement yo, ou c'est des élèves qui discutent de ça avant et ont produit en réflexion critique sur l'environnement yo et ont proposé solution tout. Dans sa fait transformation l'école là. Nous sortis dans une année côté gouvernement à travers une tête collée. Ministère de l'Éducation nationale avec le ministère de la Culture. Côté que, l'année passée, nous avons décrété l'année, c'était l'identité esthétique, c'était l'année de la belle amour humaine, et c'était en Jève, Jacques-Stéphane Alexis. Et c'était l'année, côté nous avons célébré 40 l'année réforme Joseph Sebena à travers un gros décret que le prend, qui s'est un décret pour transformer le pays, pour transformer la société. Un décret pour bailler tout le monde, toute catégorie, quelle que soit la autorité dans le pays, même chance pour réussir l'école, et puis font l'école qui chita sous culture la caille, sous nom, sous racine, sous langue, sous histoire, sous conte, sous récit. Et c'est ça que fait l'année passée, jour pour jour, 24 janvier 2022, le Premier ministre pays, avec plusieurs membres du gouvernement, nous mobilisons un nouveau cohorte enseignant, nos bonnes nouvelles disciplines qui te rendre l'école ça, comment c'est possible, de nous recruter enseignants dans l'École nationale géologie appliquée, pour toute question gestion risque à désastre, toute question sciences vie et terre, recruter nouveaux enseignants dans différentes autres facultés pour que nouveaux matières, tant éducation à la citoyenneté, tant matière qui vient pour avec économie, eh bien, il est possible dans l'école là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.